The Toyota lights ablaze. Make sure the slower cars see them. Here we go. Oh my God! Oh my God! The Mercedes has taken off. That's Peter Dumbreck at the wheel of the number 5 Mercedes. Ce week-end se déroule une des courses les plus mythiques du monde, les 24 heures du Mans. C'est la course d'endurance la plus connue du monde, donc, qui met à l'épreuve les machines et les pilotes et les pousse dans leur dernier retranchement. Bien que je sois fan de monoplace avant tout, notamment de F1 et d'IndyCar, le Mans a vraiment quelque chose à part, car à la fin des années 90, au moment où je commençais à m'intéresser au sport auto, je suis évidemment passé par le jeu vidéo des 24 heures du Mans, mais ça on va y revenir. Alors pourquoi 24 heures? Il faut remonter encore au début du XXe siècle pour comprendre pourquoi une épreuve aussi mythique existe. Nous sommes donc au début de l'automobile et pour vendre des voitures, l'un des arguments est la fiabilité. Bah oui, on parle pas encore tout à fait de double embrayage, d'intérieur cuir, alcantara, incrusté de diamants et de suspension pneumatique, mais plutôt de savoir si votre bagnole, votre nouvelle technologie va durer plus qu'une batterie d'iPhone. C'est aussi l'occasion de mettre à l'épreuve les nouvelles technologies comme la technologie hybride depuis quelques années par exemple, ou la technologie de l'hydrogène. Bref, cette course permet aussi de repousser les limites de l'innovation, mais ces derniers temps, c'est un petit peu plus compliqué. Pour prouver cette fiabilité, quoi de mieux que de mettre à l'épreuve les machines et les hommes? Alors si aujourd'hui, quand on voit une Toyota LMP1 hybride pilotée par Sébastien Buemi ou Kobayashi, on fait plus difficilement le parallèle avec une Toyota Prius, dites-vous qu'à l'époque, on faisait courir des voitures de série, on va dire, même si c'était pas vraiment le cas. Puis naturellement, ça a commencé à partir en sucette. Finalement, aujourd'hui, les 24 heures du Mans sont plus un sprint de 24 heures qu'une véritable course d'endurance comme on a pu les connaître avant. Parce que certaines années, on pouvait passer quelques minutes voire heures au garage et toujours avoir une chance de repartir pour gagner la course. Radio check, Sébastien, radio check. Et la fiabilité est toujours un élément ultra déterminant dans la conquête de la victoire, en témoigne la Toyota numéro 5 de 2016 qui abandonne sur un problème mécanique à quelques minutes du drapeau à damier. Rien n'est plus vrai que la maxime If you want to finish first, first you have to finish. Et oui, pour gagner, il faut déjà rallier l'arrivée. Je ne suis pas là pour vous faire bêtement un historique de cette course mythique, il y a tellement d'événements, d'anecdotes en tout genre qu'on s'y perdrait. Je ne peux évidemment pas passer à côté du drame absolu de 1955 qui a vu Pierre Lévesque s'envoler avec sa Mercedes dans le public et tuer près d'une centaine de personnes. Cela a énormément choqué les Français et d'autres pays puisque la course ne fut même pas arrêtée, provoquant un énorme sarcasme concernant le pilote britannique Mike Hawthorne, vainqueur sur sa Jaguar et à l'origine de l'accident. La Suisse, suite à ce drame, décida de bannir les courses automobiles de son sol jusqu'à très récemment. Ce drame provoqua le retrait de la marque Mercedes-Benz en tant qu'équipe d'usine du sport automobile jusqu'à la fin des années 90. Là on parle bien de l'équipe usine Mercedes et pas de sa branche AMG qui a fait revenir les voitures allemandes dans les années 60-70 notamment en touring car. Et d'ailleurs le vrai retour de Mercedes en tant que constructeur se fera pour le FIA GT Championship, l'ancêtre du WEC avec la très connue CLK GTR. Et d'ailleurs en parlant de cette voiture, cela m'amène à pourquoi Le Mans m'a toujours intéressé, moins ces dernières années c'est vrai, mais surtout dans ma jeunesse. Pas pour la course en elle-même, ni pour son fabuleux circuit ou ses pilotes de légende victorieux, mais pour ses fameuses GT1. Oui, dans la fin des années 90, je retiens plusieurs voitures qui restent encore aujourd'hui mes préférées. La Mercedes-Benz CLR qui a été un échec absolu en voyant deux voitures en backflip dont un certain Mark Webber, la Porsche 911 GT1 98, la plus pure de toutes les Porsche, qui a d'ailleurs plus roulé aux USA qu'au Mans, la BMW V12 LMR et forcément ma voiture préférée, toutes catégories confondues, la Toyota GT1. Les voitures de cette époque avaient de la gueule et faisaient véritablement rêver n'importe qui et surtout les gamins. Mais pourquoi? Parce que le règlement FIA GT, et a fortiori le règlement des 24 heures du Mans, demandait à ce que la catégorie GT1, oui on parle de GT, pas de prototype, soit produite à 25 exemplaires en version homologuée pour la route. Donc oui, cela a donné la Toyota GT1 Road Car, la 900 GT1 Strache Version, etc., etc. À quel point c'est cool de concevoir une voiture de course qui respecte l'homologation de la route et qui a fortiori acquiert des signes distinctifs et reconnaissables de la marque. Parce que oui, ces voitures sont les ancêtres des hypercars quelque part, mais au premier coup d'œil, n'importe qui reconnaît une Mercedes ou une Porsche
pour que l'instant d'après, il fasse « Putain, mais elle est super chelou cette Mercedes, j'en croise pas souvent de ces modèles sur la route. » Parce que oui, dans la fin des années 90, l'esprit de tester la fiabilité de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde est encore présent. Poussé à l'extrême, certes, mais le spectateur lambda, ça lui parle de voir ses voitures. C'est clair pour tout le monde, la forme générale, c'est une voiture de course, zéro doute là-dessus. Les phares, c'est les mêmes que les Porsche, donc c'est une Porsche. Je pourrais tout aussi bien vous parler de la Porsche 917K que vous avez connue peut-être dans Need for Speed Porsche 2000 sur PlayStation ou dans le film Le Mans avec Steve McQueen à son volant. On va dire que ça dépend des générations. Je pourrais vous parler de la rivalité entre Ford et Ferrari dont le film Le Mans 66 va mettre en lumière cette rivalité interprétée par le mec qui a tout dans sa peau et Bruce Wayne. Je pourrais aussi vous parler de la fameuse ligne droite des Hunaudières qui vous emmène de la MMA Arena, passe à fond devant le KSC et ralentit devant le Roi Merlin avant de filer vers le très connu Ibis Steel de Mulsanne. Bref, les 24 heures chez moi, c'est tout ce que je viens de vous dire. Et pour 2019 alors, eh ben malheureusement, c'est pas folichon. En LMP1, on a deux Toyota qui se disputeront la gagne. En ce qui concerne les LMP1 non hybrides, les LMP2 et les LMP3, je vous avoue que je suis complètement paumé. Reste la catégorie GT qui fait clairement plus rêver en matière de voitures avec des Ford GT, des Porsche 911, des BMW M8, des Aston Martin, des Corvette et autres Ferrari 488. Là, je parle bien des voitures et pas des équipages. Parce que si malheureusement les GT en temps normal me font pas rêver, les LMP 1, 2, 3 c'est complètement parti en sucette. Les équipages justement, il y a plein de noms qu'on connaît forcément. Kobayashi, Buemi, Nakajima, Petrov, Vandergaard, Sarrazin, Diresta, Van Dorn, Duval, Bourdais, Dixon, Dacosta, Fisichella et pour finir le fou furieux Niki Team. J'ai beaucoup plus hâte de suivre les GT que les LMP qui sont devenus tous pareils et quelconques et qui me font absolument pas rêver et par contre je vous avouerai que pour les forces en présence, j'ai pas eu le temps de me renseigner correctement. Il y a une balance de performance pour justement faire en sorte que toutes les voitures se valent en GT, mais cette BOP, comme on dit, est souvent assez critiquée car finalement ça peut donner un certain avantage si elle est mal faite. Alors oui, les LMP ne me font plus rêver, mais je suis clairement pas le seul et il y a encore quelques années on avait Audi, Porsche et Toyota qui se battaient à 3 pour la win. Mais même à cette époque, les LMP1 ressemblaient à des prototypes complètement barrés au goût des uns et pas forcément des autres. Moi je l'ai trouvé, et je les trouve toujours, sans aucune âme, ne reprenant absolument pas les rappels de design de leur marque, devenant pour Monsieur Tout-le-Monde quelque chose de difficilement lisible. On nous fait passer la technologie embarquée pour une certaine révolution, alors que l'hybride ça existe depuis 20 ans. Et c'est quand même assez dingue que Monsieur Zéro Défaut, zéro papier, zéro panne, zéro stock et zéro délai ait autant échoué que ça au Mans. Alors évidemment je dis ça d'un œil assez extérieur, moins expert que sur la Formule 1, et forcément c'est plus complexe que ça. Mais les 24 heures du Mans ont été conçus pour répondre à un besoin sociétal de pouvoir mettre à l'épreuve les meilleurs produits de l'automobile et ses innovations. Et ne vous méprenez pas, l'automobile a complètement révolutionné la société occidentale au même titre que l'iPhone ou Internet. Sauf qu'aujourd'hui, la société part sur d'autres besoins. Aller vite, on sait faire fiable, on sait bien faire confortable, on est level over 9000. Mais faire économe, on sait pas encore bien faire. Les nouvelles prises de conscience écologiques sont importantes évidemment et les 24 heures du Mans pourraient avoir la chance de se diriger vers deux voies possibles pour relancer la compétition qui est malheureusement un peu en perte de vitesse sportivement parlant. Soit on propose un règlement qui incite les constructeurs à faire des recherches sur de nouvelles énergies si possible, autres que l'électrique, soit on fait une phase de transition et comme en F1, on limite le carburant. Bon évidemment, on va pas les faire partir pour 24 heures avec un seul plein, mais limiter l'essence pourrait sur le papier être assez intéressant. L'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, parlait de faire une réglementation hypercar pour remplacer les LMP1, histoire de revenir à quelque chose de similaire aux années 90, mais ça n'a absolument pas pris. Aucun constructeur ne s'est manifesté avec enthousiasme, seul Toyota a fait un prototype pour voir à quoi cela pouvait ressembler. On parle aussi d'une catégorie GTE+. On prend de vrais GT et on les rebooste encore un peu plus qu'elles ne le sont déjà. Je suis plutôt pour, mais à terme on risque d'arriver à des GT conçus comme de véritables hypercars comme c'était le cas dans les années 90. Encore une fois, je pense que ce qui est primordial, c'est de rendre les voitures facilement lisibles pour le gars lambda qui n'y connaît rien. Genre typiquement, si Monsieur Tout-le-Monde monte dans une voiture de course, il pourrait partir faire un tour sur la route avec. Attention, j'exagère évidemment, mais dans l'esprit, c'est un petit peu ça. Si on prend la Toyota hybride, il faut être ingénieur pour la démarrer et la piloter. Or, je trouve que l'esprit des 24 heures du Mans, ce n'est pas que ça, mais c'est aussi intéresser les gens au formidable monde de l'automobile. Dans tous les cas, on peut être fier d'avoir une des courses les plus mythiques de la planète qui emprunte une départementale française, toujours pleine de surprises et de rebondissements.
Et vous, c'est quoi votre meilleur souvenir des 24 heures du Mans? Maintenant c'est drôle, tout le monde en commentaire va me dire que j'ai oublié Fernando Alonso. Devinez quoi? Je l'ai pas oublié. Ça? Quel plaisir!